Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition dont voici les titres principaux. Cette période de vacances est cruciale dans le combat contre la Covid qui est mené depuis de longs mois maintenant. Les contaminations se font principalement dans le cercle familial. Le gouvernement vient de réaliser un clip de sensibilisation que nous découvrirons dans ce journal. Quand la survie d'une entreprise est en jeu, d'autant plus en cette période de crise, les experts comptables entrent en action à mi-chemin entre accompagnement et aide à la prise de décision. Ils sont plus que jamais là aujourd'hui pour leurs clients en difficulté. Stéphane Garino, le président de l'Ordre des experts comptables, sera notre invité pour nous expliquer comment cette profession traverse la crise. L'AMAD lutte contre la fracture numérique et le décrochage scolaire aux portes de Monaco. L'Association mondiale des amis de l'enfance vient de remettre des ordinateurs portables à des enfants dans le besoin de la région niçoise. Le manga Made in Monaco, le tome 3 de la société monégasque Shibuya Productions Blitz paraît cette semaine. Nous vous le présenterons en avant-première. Monaco sous couvre-feu, tous les jours à 19 h, l'activité ralentit en fin de journée et à la nuit tombée, il est demandé à la population de rester chez elle pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19. Pourtant, certains, bien souvent au service des autres, sont à leur poste. Nous vous emmènerons à la découverte de cette principauté presque endormi à partir de 19 h. Et puis Vincent Vatrican évoquera avec Fabien Bonilla la prochaine projection de l'Institut audiovisuel. À l'affiche, la soupe au canard avec la troupe des Marx Brothers, le samedi 27 février à 15 h au Théâtre des Variétés. Mais débutons ce journal avec ce message de prudence en pleine période des vacances d'hiver. Un appel à la vigilance et à la responsabilité est lancé par le gouvernement. Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Vous le savez, ces derniers mois, chaque période de congé a été suivie par un rebond épidémique. Les vacances sont synonymes de brassage de population, de moments de convivialité entre amis et en famille qui peuvent favoriser la contamination. Nous avons notamment pu le constater après l'été, après la Toussaint et plus fortement encore après les fêtes de fin d'année. De ce fait, le gouvernement princier a souhaité passer un message fort au travers d'un clip choc. Je vous propose de le découvrir. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16, 3 fois 1, 3, 2 fois 10, 20. Voilà. 9 fois 10 90. Avec les nouveaux variants, les cas Covid se multiplient plus rapidement. Restons vigilants. Freinons ensemble l'épidémie. Et ce clip est signé Subliminal Productions. Il sera diffusé sur Monaco Info, bien sûr, et sur les différents supports numériques du gouvernement princier. Dans la continuité du programme Extended Monaco et afin d'accompagner la relance économique de la principauté, le gouvernement met l'accent sur la nécessaire interaction entre économie et numérique avec un plan spécifique. Ce plan s'appuie sur la mise en place d'un fonds de soutien appelé Fonds Bleu, visant à favoriser la relance économique via le numérique. Ce fonds répond à 3 objectifs: développer la maturité numérique des entreprises monégasques, promouvoir un écosystème favorable à l'économie numérique et enfin soutenir la filière monégasque des services numériques aux entreprises. Dans ce cadre et sur ce principe de cofinancement, le Fonds Bleu accompagne les projets de transition numérique. Les dates sont arrêtées. La 3e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco aura lieu les samedis 26 et dimanche 27 juin. Pour rappel, depuis 2018 et suite au souhait du prince Albert II, Monaco Interexpo organise les rencontres des sites historiques qui mettent à l'honneur les territoires qui ont un passé commun avec la principauté. Le temps d'un week-end en juin, ces rencontres offrent l'opportunité aux sites historiques de présenter aux visiteurs de la place du Palais l'histoire qui les lie à Monaco et la dynastie des Grimaldi. Pour cette 3e édition, le souverain a souhaité que soit reçu en principauté des sites historiques des Alpes-Maritimes, du territoire de Belfort et du département de la Manche.
Soutenir les entreprises pour assurer leur pérennité, c'est un peu le credo de la profession des experts comptables. Dans ce contexte de crise, plus que jamais, il faut accompagner les entrepreneurs dans leur gestion et dans leur démarche. Le président de l'Ordre des experts comptables est avec nous. Bonsoir Stéphane Garrineau. Bonsoir. Comment votre profession traverse-t-elle la crise ? Effectivement, on a une période très difficile à la fois dans l'accompagnement de nos clients, qui reste notre ADN, être à proximité de nos clients pour les aider le mieux que possible à traverser cette crise qui malheureusement commence à durer plus longtemps que ce que l'on aurait pu anticiper il y a maintenant un an. Et nos cabinets eux-mêmes, effectivement, qui doivent réapprendre le métier, une nouvelle organisation avec les équipes en télétravail, avec des outils nouveaux. Donc tout ceci rend extrêmement difficile l'accomplissement de nos tâches récurrentes, mais nous sommes un peu les soignants de ces personnes morales, des entreprises, et donc nous devons être à côté d'eux coûte que coûte. Le télétravail, par exemple, a-t-il été plus facile à mettre en place dans votre profession ? Elle est plus facile à organiser parce qu'on travaille déjà beaucoup à l'appui des outils numériques, de la numérisation des documents que l'on doit traiter ou des travaux à distance que l'on peut faire avec nos clients et qu'on avait déjà organisés préalablement à la crise. À l'heure où Monaco est pleinement engagé dans une vaste transition numérique, le numérique est le nouvel allié de votre profession. Le maître mot, c'est la dématérialisation aujourd'hui ? La dématérialisation, effectivement, et peut-être un peu le traitement automatisé d'un certain nombre d'informations. Donc si certains pouvaient éventuellement traîner les pieds avant la crise, ils ont été contraints d'accélérer la transition. Et nous sommes, au sein de l'Ordre des experts comptables, le Conseil de l'Ordre, très moteur sur le sujet, très proche de l'équipe de Frédéric Genta, pour essayer d'être aussi moteur dans la mise en place d'outils de dématérialisation et de transition numérique pour toute la profession et nos clients. Stéphane Garrineau, lorsque la première crise est arrivée, en mars de l'année dernière, vous étiez en période de clôture des comptes. La période fiscale, c'est la période la plus importante de l'année pour vous. Est-ce que cela a eu un fort impact sur votre activité ? Bien entendu, nous avons malheureusement accumulé énormément de retard. C'est pour cette raison que le Conseil de l'Ordre a agi très vite auprès du gouvernement pour faire passer une loi qui nous permettait à la fois de gérer les périodes de clôture et d'assemblée générale par des assemblées générales à distance, des conseils d'administration tenus à distance. Les lois n'étaient pas prêtes pour cela, donc une loi a été votée très très rapidement dans premier semestre de 2020 et qui nous a donc ainsi permis aussi de gérer les délais un petit peu tant bien que mal, mais je peux dire aussi que côté l'administration monégasque, ils sont très à l'écoute de nos remarques et sont là pour supporter aussi les difficultés que l'on rencontre. Vous l'avez dit, les comptables sont là pour accompagner les clients. Mais comment parvenez-vous à aider les professionnels qui sont le plus lourdement touchés par la crise ? Alors, c'est la grosse difficulté que l'on rencontre tous, c'est l'inconnu. Et quand on est face à l'inconnu, on doit faire des simulations. Que ce soit des questions sur les impacts d'un plan de licenciement, le coût d'un plan de licenciement, le coût du maintien de l'emploi, les budgets, les évolutions du chiffre d'affaires, les évolutions de la trésorerie. Donc on est là en permanence, à la fois pour interpréter les lois et pour essayer d'accompagner l'entrepreneur dans ses propres simulations, dans toutes les questions qui se posent en fonction de l'impact des décisions qu'il pourrait prendre en fonction de l'évolution de son activité. Pour aller jusqu'à l'extrême de certains employeurs qui pourraient se poser la question, est-ce qu'il est encore utile que je maintienne en vie mon entreprise ? Est-ce que son activité existera toujours après la crise ? J'imagine que les opérations habituelles ont dû être alourdies aussi par les demandes d'aide gouvernementale qu'il a fallu déclarer ou justifier ? Effectivement, nous avons une charge de travail qui a été alourdie par toutes les aides, pour l'obtention de toutes les aides, tous les documents à compléter, tout ce qui a été fait un petit peu dans l'urgence. Mais là aussi, c'était pour un impact positif, donc on a été très 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 présent. Et le Conseil de l'Ordre des experts comptables a aussi été très présent auprès du gouvernement dans l'ensemble des réunions ou des commissions qui se sont tenues
pour les prises de décision dans les aides de la CARE ou alors du fonds de garantie de l'État. En conclusion, Stéphane Garrineau, les experts comptables sont en quelque sorte les médecins généralistes ou les confidents des entreprises. C'est comme cela que l'on pourrait caractériser votre profession ? Effectivement, on est un peu psychologue, ou beaucoup psychologue. On est un peu les médecins effectivement de ces personnes morales, de ces entreprises et donc de leurs dirigeants. On est là pour maintenir en vie le maximum les entreprises pour une reprise que l'on espère maintenant la plus rapide possible. Et puis on est surtout là aussi auprès de nos salariés qui passent des moments aussi très difficiles. Et on est là pour les aider à maintenir la pression qui vient à la fois des clients et de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Stéphane Garrineau, président de l'Ordre des experts comptables de Monaco, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Un coup de projecteur à présent sur cette opération auprès d'enfants de la région niçoise. L'AMAD, en partenariat avec d'autres associations, a offert des ordinateurs portables pour lutter contre la fracture numérique et le décrochage scolaire. Le reportage d'Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Le confinement du mois de mars 2020 a été un élément déclencheur pour cette mère de famille. Alors que ses enfants se retrouvent à faire les cours à la maison avec l'aide de leur ordinateur, mais de nombreux enfants n'en sont pas équipés. La fracture numérique est de plus en plus nette. Aujourd'hui, un ordinateur, une connexion Internet, c'est un outil de travail normal pour un collégien, pour un lycéen. Et de ne pas en avoir, c'est souvent condamner ses enfants au décrochage scolaire. Et donc pour nous, il nous a semblé absolument essentiel de mobiliser en fait toutes les ressources, et notamment en fait un grand nombre de partenariats avec des entreprises privées, pour pouvoir en fait acheter des milliers d'ordinateurs reconditionnés. On a également nos partenaires de Bouygues qui nous offrent les connexions Internet. Et toute cette énergie en fait collective nous a permis aujourd'hui d'équiper près de 20 000 jeunes en France. Des fonds en majorité privés mais aussi publics qui ont permis l'achat de ces ordinateurs. L'AMAD s'engage à travers le monde en faveur de la protection et de l'épanouissement de l'enfant. Il était essentiel de s'impliquer également sur le plan régional avec cette opération. Sur les 3 centres visités ce jour-là, ce sont 65 ordinateurs portables reconditionnés qui ont été distribués. Un outil important qui est accompagné également d'une connexion Internet et de 2 heures de mentorat par semaine assurées par des étudiants pour chaque enfant. L'action de l'AMAD prend en charge plus de 220 jeunes au niveau de la région PACA. Et ces jeunes vont bénéficier d'un programme de mentorat pendant 1 an. Pendant 1 an, un mentor va être en relation avec chacun de ces jeunes-là pour le suivi de l'éducation, mais aussi pour des sorties, pour travailler sur la confiance en soi de ces jeunes-là, les ouvrir à d'autres perspectives, faire des sorties. Et c'est quelque chose qu'avec la fondation Break Poverty, de soutenir localement cette initiative pour pouvoir la documenter, pouvoir ensuite la dupliquer au niveau national. L'un des centres visités ce jour-là est SOS Village d'enfants situé à Carros. Ils sont 17 villages en France de ce type. Leur objectif, recueillir les enfants placés par fratrie pour leur assurer un avenir et leur permettre de grandir ensemble. 22 ordinateurs ont été distribués aux jeunes âgés entre 10 et 20 ans. Ils sont enthousiastes, ils trépignent, voilà, je les ai vus tout à l'heure en arrivant, oui, ils ont hâte de recevoir leur ordinateur et voilà, ils étaient déjà en train de se dire tout ce qu'ils allaient pouvoir faire avec celui-ci. Alors il y a bien sûr des éléments très scolaires en lien avec l'école et puis il y a aussi des éléments un peu moins, voilà, on est en vacances en ce moment ici, donc par exemple les jeux, les réseaux sociaux et puis garder aussi le lien avec leurs parents, c'est quelque chose qu'ils ont pu dire ce matin, ça va leur permettre ça également. Les enfants de l'aide sociale à l'enfance sont plus souvent touchés par des phénomènes de décrochage scolaire ou d'exclusion. À l'âge de 15 ans, ils sont 3 fois plus fréquemment déscolarisés que les autres enfants. Une opération comme Réussite Connectée permet de réduire cette fracture et leur donner une même chance pour un meilleur avenir professionnel. On en parle de plus en plus au cinéma, en streaming ou en manga. Les échecs sont partout. Cédric Biscay de Shibuya Productions nous présente le 3e opus du manga Blitz, où l'on retrouve nos héros Tom et Harmony. En fait, on continue le tournoi qu'on avait commencé dans le tome précédent. Donc, nos héros retrouvent quelques personnages qu'ils n'aiment pas trop, on va dire. Donc, s'ensuit pas mal d'échanges un petit peu houleux, perte de concentration, ce qui est un petit problème pour les échecs, on le sait. En fait, c'est la suite. On se souvient que Tom essaye quand même de draguer Harmony depuis l'origine et qui s'est mis aux échecs pour arriver à son but de se rapprocher d'elle. Donc voilà, il y a toujours
toujours cette histoire en toile de fond et qui est le prétexte justement à toutes ces parties. Moi j'ai déjà créé une très grande partie du scénario. C'est-à-dire pour info, là je suis en train de finaliser le tome 6 alors que voilà, on sort le tome 3 à la fin de la semaine. Il faut travailler dur, on redémarre fort. On redémarre fort. Prometteur, Cédric Biscay, l'éditeur du manga Blitz, répondait aux questions de Juliette Rappert. Nous retrouvons Vanessa Dessy pour un nouveau point info avec cette idée de sortie et un spectacle qui a envoûté le monde entier. Il sera bientôt donné au Grimaldi Forum. Oui, le rendez-vous est pris le 6 mars à 15 h. Il s'intitule You and Me dans le cadre d'une tournée. Ce nouveau spectacle est à la fois amusant, mélancolique et drôle. Sans mots ni musique, cette pièce représente d'une manière inimitable des scènes de la vie quotidienne. Divertissant et touchant, des centaines de personnes pourraient bien s'identifier. Le prix de la photographie environnementale de la Fondation Prince Albert II de Monaco est lancé. Oui Patricia, et un lancement effectué à l'occasion de son 15e anniversaire. Le concours international de photographie est en partenariat avec la Barclays Bank et Monaco Digital. Le thème choisi, Hommes, faune sauvage, destin croisé, territoire partagé. Un jury de professionnels reconnus et passionnés autour d'une thématique forte dans un contexte actuel de crise sanitaire. Et les amoureux de supercars peuvent quant à eux d'ores et déjà acheter leur place pour le salon Top Marque 2021. Effectivement, la billetterie du salon Top Marque qui se tiendra du 1er au 5 septembre au Grimaldi Forum est désormais ouverte sous le haut patronage du Prince Albert II. Le salon ouvrira cette année sur des classiques cars avec 2 halls consacrés aux voitures de sport d'antan. Comme dans les années précédentes, la haute horlogerie sera au programme ainsi que des superbots sur l'esplanade principale du Grimaldi Forum. C'est maintenant une plongée nocturne dans Monaco que nous vous proposons. Que se passe-t-il en principauté dès lors que l'heure fatidique du couvre-feu a retenti à 19 h? Réponse dans ce Focus Info signé Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Entendez-vous un son, un bruit ? Et non, pas grand-chose, effectivement, et pour cause, il est 19 h passées et Monaco vit au rythme du couvre-feu. Moins de circulation donc, commerce fermé, quasiment tous les pendulaires sont partis. Les monégasques et résidents ont regagné leur domicile, mais certaines personnes travaillent encore et font ainsi partie de celles que l'on peut rencontrer en soirée. Nous sommes pour commencer ce Focus Info avec certains membres de la sûreté publique rencontrés avant de quitter la rue Suffren-Raymond. Donc là, on va effectuer une ronde pédestre de surveillance sur le quartier de la Condamine, donc pour faire respecter les mesures en vigueur. Donc là, en l'occurrence, le respect du couvre-feu pour les personnes, donc à savoir donc 19 h, 6 h du matin. Ensuite, pour les établissements de nuit et les établissements donc de bouche, l'interdiction pour ces établissements d'ouvrir, sauf ceux qui exercent une activité de livraison. Ces livraisons peuvent se faire jusqu'à 21 h. Donc ça c'est la deuxième chose. Et ensuite la troisième chose, on va vérifier donc le port du masque si des personnes sont amenées à sortir pour des raisons impérieuses. Amende de 100 € pour non-port du masque, 300 si récidive. Si dans les 30 jours la personne est pour la 4e fois en infraction, l'amende sera plus lourde car il s'agit d'un délit. Elle s'expose à une garde à vue. Il y aura donc peine correctionnelle. La ronde s'est très bien passée, donc là on a terminé. Donc on a rencontré des personnes qui soit finissaient leur travail, donc qui étaient autorisées à circuler après le couvre-feu, donc de 19 h, ou des personnes qui avaient un besoin impérial, donc des personnes qui se rendaient soit chez une personne vulnérable, donc pas de problème, il n'y a pas eu de verbalisation. Ensuite là, de toute façon, il y a l'équipe de nuit qui va continuer le travail, qui va continuer les vérifications, notamment à l'aide de la vidéosurveillance. Si besoin, les équipes interviendront. Bon, rentrez bien. Merci, messieurs. Bonne soirée. Au revoir. Peu avant 20 h, autre constat qui est sans appel, peu de piétons aux arrêts de bus, oui, mais la compagnie des autobus de Monaco poursuit sa mission, celle de servir le public, y compris après le couvre-feu. Les bus de nuit ont été supprimés, mais plusieurs bus sont encore sur les routes jusqu'aux environs de 21 h 30
pour permettre aux usagers de rentrer chez eux. C'est aussi une obligation de bon sens, je dirais, puisque nombre de personnes quittent leur emploi après 19 heures, notamment les personnes qui sont dans le service public ou dans certains commerces ou sociétés qui travaillent la nuit. Offrir cette possibilité de transport à Monaco, c'est une évidence. Entre 19 heures et 21h30, il y a encore 68 départs qui sont effectués sur les lignes régulières. Aujourd'hui, la fréquentation a considérablement baissé donc en journée, puisqu'on est à moins 30% environ. Mais le soir, c'est encore une baisse encore plus significative, puisqu'aujourd'hui, dans chaque autobus qui effectue un départ, on a moins de 4 personnes entre 19h et 21h30. Les vélos Monabike qui sont ouverts toute la nuit, eh bien, entre 19h et 5h du matin, on a en moyenne en ce moment 16 déplacements seulement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au même moment, toujours dans le quartier de la Condamine, une valse de livreurs de repas à domicile se réalise sous nos yeux. Très sollicités, ils viennent récupérer les mets commandés à distance par les clients. Alors dans une soirée comme celle-ci, comme il pleut et c'est un vendredi soir, donc c'est une soirée où les gens commandent beaucoup, on a entre 6 et 8 livreurs, ça dépend des soirées. Voilà. Et on fait environ une moyenne de 70 commandes par jour. On doit fermer à 21h. À 21h, toutes les commandes doivent être terminées. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À vous aussi. Autre corps de métier représenté de nuit après 19h sur le sol monégasque, celui des infirmières et infirmiers libéraux. Nous retrouvons Céline Hainaut. Elle doit retrouver une personne âgée. Comment ça va? Comment ça va ce soir? Ça va, ça va. Oui? Allez, venez, on va s'installer. Vous avez passé une bonne journée? Ma femme, je suis sortie. Oui? Vous êtes allé où? On est venu me chercher. Ah, c'est votre auxiliaire qui est venu vous chercher? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, parce que ça toute seule, je peux pas. Et oui. Par exemple, ce soir, j'ai commencé à 18h30. Et ben là, c'est effectivement, nous allons voir les patients à domicile qui ont besoin de nous pour la prise de leurs médicaments, pour d'échanges par exemple aussi, pour les aider à se coucher, enfin voilà ce genre de choses, ou alors des traitements qui sont un petit peu plus spécifiques bien évidemment sur prescription médicale, à des horaires qui nous sont indiqués sur l'ordonnance, dans le cadre par exemple d'injection HBPM ou par exemple dans le cadre de fécondation in vitro, où là on va avoir des horaires types où il faut effectivement passer, ça peut aller jusqu'à minuit par exemple. Allez-y. J'ai de la difficulté à marcher avec les pantoufles. Je sais. Pour eux non plus, le couvre-feu n'a pas d'impact. Dans le quartier de Fontvieille, les employés de la société monégasque d'assainissement sont à pied d'œuvre. Jusqu'à 1h du matin, ils vont procéder à la collecte des déchets. Pour nous, rien n'a changé, sauf qu'on commence toujours à travailler. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on commence à travailler à partir du couvre-feu. Voilà. Donc 18h30, un briefing, et 19h, quand tout le monde rentre à la maison, nous, on va travailler. Tous les quartiers sont couverts, on a 6 équipes. Donc ils s'occupent notamment de tout ce qui est ordures ménagères. Donc ça fait environ 12 personnes. On s'occupe aussi du carton. On a 2 équipes qui collectent le carton en principauté. Tout est balayé. Nous avons ensuite, pour la partie du nettoiement aussi, on a un lavage de bac. On a aussi un lavage de tunnel, aussi une fois par mois, qui est fait le soir aussi. Nous avons également en ce moment, pendant le Covid, on a 2 équipes qui font de la désinfection, qui s'occupent notamment les jardins d'enfants, les aires de jeu, les parcs. Un travail qui se terminera après minuit, vers 1h, 5h donc avant la levée du couvre-feu fixé à Monaco à 6h du matin. Comme il est de coutume avant chaque projection de l'Institut audiovisuel, place au tandem Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Ils vont vous donner envie d'aller voir le film La soupe au canard, samedi au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Ce soir, on parle des Marx Brothers, un film avec les Marx Brothers. Oui, la troupe des Marx Brothers
qui sont acteurs et en même temps, on dit un film des Marx Brothers, le plus souvent, oubliant qu'il y a un réalisateur, un cinéaste derrière la caméra, c'est vrai. Et parfois des grands réalisateurs. Mais on dit un film des Marx Brothers. Ils ont vraiment marqué de leur empreinte le cinéma américain des années 30-40, le cinéma burlesque. Alors là, ce soir, c'est La soupe au canard, un film de Léo Macaré de 1933. En quelques mots, l'histoire. L'histoire en quelques mots, c'est parfois difficile de résumer un film des Marx Brothers. Disons que là, le prétexte, c'est de faire un portrait d'un pays imaginaire qui est totalitaire et qui a l'ambition de faire la guerre à son voisin. Et par-delà, évidemment, de faire une satire, une charge antimilitaire absolument féroce. Qu'est-ce qui fait la force de ce quatuor? Ils étaient 5 effectivement au départ, les Marx Brothers, mais Gounod est parti très tôt. Là, ils sont 4. Qu'est-ce qui fait leur force? Leur force, c'était qu'ils étaient incontrôlables. C'est-à-dire qu'ils avaient un sens de l'invention du gag absolument incontrôlable. Et d'ailleurs, le cinéaste qui a réalisé La soupe au canard, Léo Macaré, qui est un très grand cinéaste qui a fait tourner Laurel et qui a Hardy. notamment, et beaucoup d'autres burlesques, a gardé un souvenir absolument cauchemardesque de ce film. Puisque il se détournait sans arrêt de la feuille de route du tournage. Ils arrivaient en retard avec des gagmen qui n'étaient en aucune façon sous contrat avec la Paramount, ni n'avaient de lien avec le film. C'est le dernier film avec la Paramount d'ailleurs. C'est le dernier film avec la Paramount. Après, ils tourneront notamment pour la MGM. Et c'est selon vous un humour qui a bien vieilli ou mal vieilli, les Marx Brothers? Alors, je dirais que les films, en tant que films, ont sans doute pris un coup de vieux. Mais le contenu, les gags, les situations, la charge presque, je disais antimilitariste, presque anarchisante de ces films reste absolument intacte aujourd'hui. Et pourquoi le titre, tout simplement, La soupe au canard? Du pur Marx Brothers. On ne saura jamais. On ne saura jamais. C'est totalement farfelu. Ça n'a aucun... C'est du non-sens. Voilà, les Marx Brothers, c'est du non-sens. Mais c'est un non-sens qui, par contre-coup, nous fait du bien. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces films aussi, se libérer, participer d'une sorte de moments où on peut effectivement évacuer le stress, participer à ces élans dévastateurs. Le cinéma des Marx Brothers a un caractère comme ça dévastateur. Je ne vous cache pas que par les temps qui courent, ça peut faire du bien. On se sent en totale liberté. Voilà, allez voir La soupe au canard, samedi 27 février à 15h. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Upstart, that's it. Touché. Mrs. Teasdale, I'm afraid this regrettable occurrence may plunge our countries into war. And that's war! And that's war! At last our country's going to war. It is the country's going to war. At last the country's going to war. We're going to war. La soupe au canard, 15h au Théâtre des Variétés, samedi. Et tout de suite, le point météo. Le soleil restera-t-il présent ce mercredi ? Oui, le soleil sera bien présent durant toute la journée avec un ciel bien dégagé. À prévoir une légère brise pouvant atteindre 7 km/h. Les températures resteront très agréables. Elles oscilleront de 10 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 18h12 et nous fêterons les modestes.
Merci Vanessa. Nous nous quittons avec la série de photographies du jour avec ces clichés pris par Michael Alési sur les travaux acrobatiques menés sur la falaise du Jardin Exotique. Des travaux qui seront au cœur d'un reportage diffusé demain mercredi dans notre journal de 19h. Très belle et douce soirée à tous.